Des fois, les gens, votre peine ne vous attaque pas juste le moral, elle menace aussi de vous sectionner les bras. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du film japonais Negative Happy Chainsaw Edge. Dedans, un jeune homme qui vient de perdre un ami dans un accident de la route rencontre une jeune fille qui, tous les soirs, se bat contre un être redoutable armé d'une tronçonneuse. Notre héros manque de se faire tuer, mais décide que cette rencontre est sa chance de devenir enfin un héros et il recherche la jeune fille pour l'épauler dans ses futurs combats contre l'homme à la tronçonneuse. Je suis contente de vous parler de ce film aujourd'hui, un peu stressée aussi, mais contente d'être tombée sur lui. Tombée parce qu'il y a eu une part de hasard, j'en reparlerai à la fin lorsque je choisirai le prochain film. Mais donc, j'étais contente d'être tombée sur celui-là, un film que j'avais déjà vu, mais dont je me souvenais très peu. Tout ce dont je me rappelais en fait, c'était que ça m'avait surprise, que ça m'avait plu et qu'il y a Miura Haruma dedans. Au revisionnage, j'adore ce film en fait. Ça a vraiment été un bon revisionnage et j'adore ce film, même si apparemment Internet n'a pas l'air d'énormément partager mon sentiment, si j'en crois les notes qu'il a en ligne. Et vous savez quoi, ça me surprend pas plus que ça. Le film est clairement pas un chef-d'œuvre et je conçois parfaitement qu'on n'y accroche pas. Et c'est même sans prendre en compte l'aspect trahison, parce que j'imagine que beaucoup de gens ont regardé ce film en s'attendant à quelque chose qui n'est pas, et je les juge pas parce que c'est exactement ce que j'avais fait la première fois. Évidemment, je ne peux convaincre personne d'aimer le film autant que moi, puis de toute façon, c'est pas mon but, mais au moins je peux vous dire ce qu'est effectivement Negative Happy Chainsaw Edge, en espérant que comme ça, si vous le regardez un jour, vous ne tomberez pas de haut. Et sur mon échelle des spoilers, la majeure partie de cette vidéo va se situer à un niveau 1, dans le sens où je ne vais y spoiler ni la fin, ni le devenir ultime des personnages, mais je vais donner une bonne idée du film et de sa direction. Si vous voulez en savoir le moins possible, du coup, vous pouvez aller directement à la conclusion qui résume mon opinion. Et aussi, à un moment donné, pour le coup, je vais passer en mode spoiler et aborder la fin, mais là, je vous repréviendrai et vous pourrez sauter toute la partie spoiler si vous le souhaitez. Allons-y. Au poster et au titre, je pense qu'immédiatement, beaucoup de gens s'attendent à de l'action, de l'horreur, du sang, ne serait-ce que parce que le mot chainsaw peut évoquer Texas Chainsaw Massacre, c'est-à-dire massacre à la tronçonneuse, et puis que la tronçonneuse aussi est bien mise en avant. Personnellement, je sais que la première fois, dans ma tête, je m'étais dit « Ok, ça va être un truc bien bourrin et bien gore, genre massacre à la tronçonneuse », ce qui essentiellement prouve que je n'avais pas vu Massacre à la tronçonneuse, qui est un très bon film, bien moins gore que ce que pensent beaucoup de gens. Mais voilà, je m'attendais à de l'action, de l'horreur et du gore. Mais ce film n'est pas de l'horreur et il est certainement pas gore non plus. Il a un peu d'action en revanche, mais moins qu'on pourrait s'y attendre, et j'en reparlerai plus tard, mais je ne le regarderai pas pour l'action à votre place, ou sinon vous seriez probablement déçus. Donc qu'est-ce qu'il y a effectivement dans Chainsaw Edge ? Déjà une romance. Nos deux personnages principaux, Ellie et Yosuke, sont deux lycéens qui se rencontrent donc une nuit où Ellie affrontait l'homme à la tronçonneuse, et à partir de là, ils commencent à se retrouver de plus en plus, et à se rapprocher l'un de l'autre. Yosuke s'impose un petit peu au début parce que Ellie est visiblement loin du monde, quoi, elle est très enfermée dans sa tristesse, mais petit à petit, on voit bien qu'elle est plus agacée par la présence de Yosuke, et au début, il lui sert juste de supporter et de chauffeur pour ses combats, mais petit à petit, les personnages se mettent aussi à interagir en dehors des combats. C'est assez mignon à regarder, et les deux personnages sont raisonnablement engageants, même si je trouve que Yosuke l'est plus qu'Ellie, simplement parce que le personnage est plus développé et que l'acteur Ichihara Hayato a plus de chances de s'exprimer parce qu'il a un personnage plus expressif et plus d'interactions aussi avec plus de monde, alors qu'Ellie n'interagit finalement que avec l'homme à la tronçonneuse et Yosuke. En tout cas, leur romance est mignonne. Après, j'irai pas regarder le film pour de grands élans romantiques, c'est une romance tout simplement parce que les personnages tombent amoureux et que leur relation est un des focus du film, mais c'est fait de façon très calme, sobre, et si les personnages ne confirmaient pas leurs sentiments verbalement, finalement ça pourrait très bien passer pour une histoire d'amitié, parce que l'accent est mis sur les notions de camaraderie et de soutien. Donc c'est une romance, je voudrais juste pas que vous rentriez dedans en vous attendant à une fête du ship. Et à côté de ça, le film est également en partie une comédie. Dès le début, il joue sur les attentes du spectateur pour le prendre par surprise et le faire sourire, et la comédie vient souvent du décalage entre attente et réalité et entre la façon dont Yosuke aimerait se voir et encore une fois donc la réalité. C'est là-dessus que joue l'ouverture notamment, même si une fois qu'on a terminé le film, je suis pas sûre que la scène d'introduction fonctionne très bien, parce que factuellement elle est fausse, donc on ne peut que l'attribuer à un Yosuke qui rêvasserait et déformerait la réalité, mais à ce stade de l'histoire, je trouve que
ça colle pas avec sa relation avec Ellie, et l'ouverture me fait l'effet d'être un petit peu artificielle et plus un mensonge pour surprendre le spectateur plutôt que quelque chose qui s'inscrit naturellement dans le parcours des personnages. Néanmoins, le film a plusieurs moments de comédie et globalement, je le trouve amusant. Pas le genre à faire rire à gorge déployée, mais amusant, et j'ai souri une ou deux fois malgré le thème central parce que, et je vous jure que je l'ai pas fait exprès, mais Chainsaw Edge parle de deuil. J'en parlais dans ma vidéo sur 49 Days qui est sortie il y a 2 mois, j'aime les histoires de deuil. Je vais pas revenir sur toutes les raisons pourquoi, mais c'est une expérience particulièrement universelle et j'aime la voir être explorée à l'écran, donc je suppose que j'étais prédisposée à aimer le film. Alors il pouvait mal traiter le sujet bien sûr, donc c'était pas une garantie, mais au moins il traitait d'un sujet qui m'intéressait, donc c'était déjà ça. On a 2 deuils dans le film, ou plus exactement on a plus de deuils que ça, parce que il y a autant de deuil qu'il y a de personnes endeuillées, dans le sens où personne ne fait son deuil de la même façon, mais il y a 2 pertes dans le film. D'un côté, Ellie a perdu quelqu'un, on sait pas qui au début, mais dans le premier tiers du film, elle explique à Yosuke qu'elle a rencontré l'homme à la tronçonneuse après des funérailles, et dans cette interaction, et grâce au flashback qu'on nous montre, on comprend qu'elle a perdu quelqu'un d'important, que c'était un accident de la route, et qu'il y a un rapport aussi avec un camion, vu la tête qu'elle fait lorsqu'elle voit passer un camion de l'autre côté de la fenêtre. C'est aussi le moment qui rend clair ce que représente l'homme à la tronçonneuse. La métaphore n'est pas dans le sous-texte, elle est dans le texte, l'homme à la tronçonneuse et la personnification du désespoir, de la tristesse et de la solitude d'Ellie. Lorsqu'elle se sent mieux et plus entourée, il se fait plus faible, plus petit, et lorsqu'elle se sent seule et au fond du gouffre, il devient plus grand, plus fort, plus rapide. C'est pour ça que Yosuke a un rôle à jouer dans les combats d'Ellie. Le type ne sait absolument pas se battre, mais sa présence et son soutien moral sont une arme, parce que sa relation avec Ellie joue sur à quel point le monstre est plus ou moins redoutable. J'en viens donc à parler de l'action. Il y a de bons moments, mais dans l'ensemble, je n'ai pas trouvé l'action du film très impressionnante, et j'ai trouvé que le film ne tirait pas pleinement parti de ses décors. Il a de bonnes idées, et notamment j'aimais bien la grande piscine et l'aquarium comme décor pour de l'action, mais dans la piscine, le combat est hyper court et on voit pas grand chose, et dans l'aquarium, le combat est carrément coupé. Donc c'était un peu frustrant. Bon, et puis aussi l'utilisation de cordes pour faire voler les personnages est assez évidente, mais je compte pas ça vraiment comme un problème, ou en tout cas moi ça ne me dérange pas. Malgré tout, les chorégraphies elles-mêmes ne m'ont pas beaucoup impressionnée. À la place, j'aimais bien les poses des personnages, c'est-à-dire que les échanges de coups en soi, j'étais pas soufflée, mais je trouve que l'actrice, donc Seki Megumi, gère bien les regards et les poses badass, et que l'homme à la tronçonneuse a un look très cool, très imposant, avec son arme qui fait de la fumée et le vide sombre qu'il a à la place du visage. Et j'aime aussi beaucoup la première fois où on le voit, en fait, parce qu'il semble tomber de la lune, et c'est un plan que je trouve très cool et qui m'avait beaucoup enthousiasmé. Ce plan a aussi pour effet de lier l'homme à la tronçonneuse à la lune qui est une présence soulignée tout le long du film, et donc ça lie aussi d'autant plus Ellie et l'homme à la tronçonneuse parce que Ellie est beaucoup associée au lapin. Elle a des peluches lapins, des figurines lapins, il y a des lapins sur son papier à lettres, et on peut associer le lapin à l'idée de proie, d'un être globalement sans défense contre un type avec une tronçonneuse. Mais si je dis pas de bêtises, au Japon, le mythe du lapin dans la lune est assez populaire, et je me dis que peut-être faire d'Ellie un lapin, c'est peut-être juste une façon de lier un peu plus Ellie, la lune et l'homme à la tronçonneuse, et de signifier qu'ils font partie d'un tout. En tout cas, l'homme à la tronçonneuse ne sort que la nuit, et il semble donc sortir de la lune la première fois qu'on le voit, la lune qui, j'imagine, est associée à la nuit et au froid. D'ailleurs, l'homme à la tronçonneuse est aussi toujours accompagné de neige, et donc elle est associée à la mort, en opposition avec la lumière, la chaleur et donc la vie qu'on associe généralement au soleil. Mais il y a une ambiguïté, parce que la lune est peut-être associée à la nuit, mais elle reflète la lumière du soleil, et plus la lune est grosse et moins elle est obstruée, plus la nuit est claire, plus on a de la lumière. Et je pense qu'il y a aussi une ambiguïté vis-à-vis de l'homme à la tronçonneuse, parce que lorsqu'en fait il surgit dans la vie d'Ellie, il vient pas seul. La jeune fille développe également des réflexes et un talent pour le combat à ce moment-là, et on lui donne pas juste en fait un adversaire à affronter, mais aussi le pouvoir de l'affronter. Et en conséquence, je ne pense pas que l'homme à la tronçonneuse soit 100% un ennemi. C'est-à-dire que si voilà, c'est un adversaire qui menace de la détruire, mais à la fois le fait qu'il ait pris une forme physique, ça permet à Ellie de le frapper et de réellement rendre les coups qu'il lui donne. Et si vous avez fait l'expérience du deuil, de l'anxiété ou d'une déprime par exemple, est-ce que parfois vous auriez pas aimé avoir quelque chose de physique à frapper plutôt que juste un mal-être nébuleux qui vous dévore de l'intérieur et que vous savez pas par quel bout prendre, juste avoir
un monstre à combattre, même sans gagner, mais juste quelque chose à regarder dans les yeux et quelqu'un à cogner pour avoir le sentiment concret de juste de faire quelque chose. Donc d'un côté, l'homme à la tronçonneuse est un monstre et il attaque Ellie, il la frappe, il semble même à 2 doigts de la tuer parfois, mais à la fois il semble avoir été convoqué pour aider Ellie, pour la faire affronter son deuil en face. C'est pour ça que je suis déçue, que le film coupe souvent bien trop court à l'action. Pas parce que je voulais absolument une débauche d'action, même si j'aime beaucoup l'action, mais parce que les combats entre Ellie et l'homme à la tronçonneuse sont une part très importante du développement d'Ellie, ou en tout cas, il devrait. Le film est majoritairement placé du point de vue de Yosuke. Il y a une scène où on voit Ellie toute seule, mais sinon c'est Yosuke qu'on suit, et quand il est pas avec elle, on sait pas tout simplement ce qu'elle est en train de faire, même si des fois on devine plus vite que lui. Malgré tout, on l'accompagne lui, et c'est aussi lui qui nous sert de narrateur, et qu'on voit interagir avec une variété de personnages, alors qu'on ne voit Ellie interagir qu'avec lui et l'homme à la tronçonneuse via les combats. Donc en ne nous montrant pas les combats, ou en ne nous en montrant pas assez, on nous prive d'interactions importantes. C'était là qu'aurait pu se jouer beaucoup du développement du personnage d'Ellie, donc que l'action ne soit pas hyper impressionnante, c'est pas bien grave, mais qu'elle soit manquante, ça devient un souci, et je pense que c'est en partie pour ça que l'histoire d'Ellie m'a semblé incomplète. En comparaison, l'histoire de Yosuke, je trouve, m'a semblé plus solide, avec une conclusion bien plus satisfaisante et plus émotionnelle. Yosuke, de son côté, a perdu son ami Noto, récemment décédé dans un accident de moto et interprété par Miura Haruma. Yosuke n'est pas le seul à être endeuillé, bien sûr. On ne voit jamais la famille de Noto, mais via un montage, on comprend que c'était quelqu'un de populaire dans son école, et lorsque Yosuke prononce son nom dans la salle de classe, il y a un silence qui s'installe immédiatement parce que, visiblement, sa mort a eu un gros impact sur tous ses camarades de classe, et le choc est encore frais. Mais c'est Yosuke, notre personnage principal, donc c'est lui qu'on suit à travers ce deuil, et il est hanté par la présence de Noto, que ce soit éveillé ou en rêve. Yosuke est un personnage très apathique, il a du mal à trouver de l'importance aux choses parce que, à l'échelle de l'univers, tout lui semble insignifiant. Entre attentats terroristes, environnement en danger et le soleil qui finira par s'éteindre dans quelques milliards d'années, c'est dur pour lui de s'en faire pour les contrôles à l'école, et franchement, je le comprends plus que jamais. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai encore plus accroché à ce film maintenant qu'avant. Yosuke donc vit sans passion, sans courage de s'impliquer et sans énergie pour s'insurger, si bien qu'il a du mal à comprendre Noto, et à la fois il l'admire parce que Noto c'était tout son contraire. Il vivait à fond, le pied sur l'accélérateur, il prenait les choses très au sérieux, c'était le genre à même se donner à fond quand un prof les punissait en leur faisant des courir autour du terrain de foot, le genre à attendre des autres qu'il s'implique autant que lui et à se mettre en colère lorsque les autres en question ne prenaient pas au sérieux ce que lui estimait important. Le genre aussi à ne pas se laisser freiner par les risques, et le drama utilise comme métaphore l'idée de foncer droit dans un virage en moto sans avoir peur de ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. D'un point de vue pratique, c'est un truc à ne surtout pas faire, et du reste c'est ce qui a coûté sa vie à Noto, mais en tant que métaphore, l'idée c'était que Noto se lançait entièrement, peu importe les risques, et c'était pour ça que Yosuke l'admirait tout en ayant du mal à le comprendre. Maintenant qu'il est mort, Yosuke ressent ce besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, juste pour être comme Noto, au mieux pour surpasser Noto. Il a l'air de ressentir un mix de tristesse d'avoir perdu son ami, mais aussi un sentiment d'infériorité renforcé, parce que, à présent, Noto ne vieillira pas, ne déclinera pas, et il est parti sur ce que Yosuke perçoit comme un dernier exploit dans la partie la plus glorieuse de sa vie. Donc Yosuke ressent le besoin de faire quelque chose, et ses solutions vont de voler de la viande au marché à risquer sa vie pour une fille pour laquelle il a le béguin. On pourra pas lui reprocher de limiter ses options. Pour Yosuke, le film est un deuil, une renaissance et un voyage vers la réalisation que les petites choses sont minuscules à l'échelle du monde, mais que ça ne les rend pas insignifiantes, ça les rend juste d'autant plus précieuses, d'autant plus à protéger et à savourer tant qu'on peut. Ce sont des thèmes qui m'intéressent, des thèmes qui me touchent, et j'ai aimé voir Yosuke évoluer progressivement. On a fait de meilleurs films sur le deuil et de meilleurs films sur apprécier le temps qu'on a, donc jusque-là le film est sympathique mais pas renversant, mais il y a 2 moments en particulier qui ont fait que j'aime le film, et je vais en parler, mais c'est le moment où je vais passer en mode spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à aller directement à la conclusion où je vais résumer donc sans spoiler. Et sinon, eh bien, allons-y. Le premier moment que j'aime de tout mon cœur, c'est ce plan-là.
Histoire de vous donner un peu de contexte, Yosuke est censé déménager pour aller rejoindre ses parents dans une autre région du Japon, et après avoir annoncé la nouvelle à Ellie, l'homme à la tronçonneuse s'est fait plus fort, plus rapide, parce qu'elle va se retrouver seule à nouveau. Le jour du déménagement, pendant que ses affaires sont chargées dans un camion de déménagement, Yosuke se rend à l'école d'Ellie pour lui dire au revoir, mais elle ne s'y trouve pas, donc il va chez elle et il trouve une lettre qui explique qu'elle est allée affronter l'homme à la tronçonneuse une dernière fois. Il y a toutes les chances qu'elle perde, mais elle est persuadée que si elle gagne, si elle tue le monstre avant le départ de Yosuke, Yosuke pourra rester. Yosuke forcément en flippe, et il se lance à la recherche d'Ellie, en passant par tous les endroits où ils sont allés ensemble, qui en fait correspondent à des endroits où elle était allée avec sa famille aussi, parce que c'est sa famille entière en fait qu'elle a perdue. Bref, Yosuke cherche Ellie partout, et sur le chemin il croise son professeur et lui emprunte sa moto sans lui demander vraiment. Puis il capte qu'Ellie doit être sur le lieu de leur première rencontre, vu que à présent c'est lui aussi qu'elle pleure. Il est armé d'un trépied de photo qui lui a servi de défense le long du film. Il speed sur sa moto et le fantôme de Noto le rattrape pour l'encourager à foncer et à ne pas avoir peur du virage. Et donc il y a le fameux plan. Après avoir hésité, Yosuke accélère et passe le virage, ce même virage qui a coûté la vie à son ami, et lorsqu'il passe devant les fleurs qui ont été posées là à la mémoire de Noto, les pétales volent derrière lui et que c'est comme s'il était habité de l'esprit de son ami. Et pour moi, ce moment est parfait. Il y a juste l'idée de base déjà, celle d'un type en course contre le coucher du soleil, encouragé et accompagné par l'esprit de son ami décédé, et un type qui dépasse ses peurs et fonce à toute vitesse pour aller combattre un monstre qui ne peut pas vaincre avec une arme qui n'est même pas une arme pour sauver quelqu'un qu'il aime. Le type nous a été présenté un petit peu comme un loser par le film, un loser attachant, mais un type qui n'a pas accompli grand-chose dans sa vie et qui aide Ellie en étant simplement à ses côtés, mais clairement qui n'est pas le héros qu'il voulait être. Mais à cet instant précis, Yosuke est un héros, et moi je trouve ça beau. Et parce qu'après ça, contre les attentes de tout le monde, sauf celles du public, il vainc effectivement le monstre, je pense que ça rend sa conclusion plus satisfaisante que celle d'Ellie. Il fonce sur le monstre avec sa moto et finalement il la trouve, sa fin parfaite, parce qu'il a été courageux, il a pris des risques et il a gagné et il a encore toute sa vie devant lui. Et le sentiment d'avoir enfin surpassé Noto parce qu'il réalise qu'en fait, la vraie victoire c'est pas de mourir dans un moment de gloire, mais de vivre. C'est vrai que je suis pas super fan du fait qu'il vainque l'homme à la tronçonneuse. Dans un sens, je comprends parce qu'il n'a pas physiquement vaincu le monstre en vrai, il s'est jeté dessus dans un acte de sacrifice et le monstre a décidé de partir de lui-même. Je me demande si c'est censé rejoindre la légende du lapin dans la lune ou pas, parce que c'est un acte de sacrifice qui gagne au lapin sa place sur la lune, mais bon, peut-être pas. En tout cas, juste avant que l'homme à la tronçonneuse s'autodétruise, il adresse quelques mots à Yosuke et on voit quelque chose qui ressemble à un œil et même à une larme, et ça fait sens, je pense, si on considère que l'homme à la tronçonneuse fait partie d'Ellie et était la représentation physique d'un ennemi, mais une représentation physique qui était là pour aider Ellie et qui comprend qu'elle n'est plus nécessaire maintenant qu'il est certain qu'Ellie ne sera pas seule puisque Yosuke est prêt à carrément sacrifier sa vie pour la sauver. Donc ça fait sens, et à la fois parce que beaucoup de l'action a été coupée, le fait qu'Ellie soit inconsciente pendant que l'homme à la tronçonneuse est vaincu, ça me laisse un goût un peu amer dans la bouche. J'imagine qu'elle n'est pas entièrement absente si l'homme à la tronçonneuse est une extension d'elle, parce que du coup, il y a au moins cette partie-là d'elle qui est présente, mais tout de même c'était un peu frustrant. Néanmoins, ça n'enlève rien à ce plan où Yosuke fonce sur sa moto sans plan, sans armes, sans aptitude à se battre, sans rien sinon ses sentiments et les encouragements du fantôme de son ami. Et pour moi, ce plan est parfait dans ce film, parce que Yosuke est un héros pas très impressionnant dans le sens où il est pas surmusclé, il a pas de super force, c'est juste un lycéen banal, voire un peu médiocre à la base, mais en cet instant, il est glorieux. Et le film, ok, je veux pas avoir l'air de le prendre de haut parce que je pense que vous avez compris que je l'aimais beaucoup, même en dehors de ce moment-là, mais c'est pas un film à prestige, on va dire, et il est pas parfait, et visiblement le public a pas été très impressionné, mais à ce moment-là, à mes yeux, il est parfait, et ça me touche, et je trouve ça beau. Et il y a qu'un seul moment dans ce film que j'aime encore plus que celui-là. Je vous disais que Noto n'était pas pleuré que par Yosuke, mais par toute sa classe, et un personnage dont j'ai pas encore parlé, c'est Watanabe, le meilleur ami de Yosuke, qui complétait leur trio avec Noto. C'est un personnage que je qualifierais de secondaire mais récurrent, et dans le genre je m'identifie à toi,
Watanabe, c'est le genre à se lancer dans plein de trucs, genre la photo, l'écriture ou la composition, mais à n'arriver à rien de bon et surtout à ne rien finir. Donc il va bosser hyper dur pour se payer un appareil photo, mais l'appareil photo va finir par être juste foutu dans un placard sous une pile de vêtements sans avoir jamais vraiment servi. Pendant le film, par petites touches, on le voit lui aussi gérer la perte de son ami qui, comme ses œuvres finalement, lui a laissé un sentiment d'inachevé. Dans sa chambre, on peut apercevoir un tableau qui représente Noto, on le voit aussi écrire une histoire qu'on a vue en fait plutôt en flashback et qui était un des moments marquants de Noto, et puis il y a la chanson. Une chanson écrite sur des paroles de Noto, sur laquelle on voit Watanabe travailler, et enfin pour une fois, il termine quelque chose, il termine la chanson, et présente le résultat à Yosuke. C'est le moment où j'ai craqué. Bon déjà, je pense que j'ai dû le dire sur cette chaîne, mais j'adore quand les films font usage de chansons pour exprimer les sentiments de leurs personnages, et c'est vrai que souvent, quand je suis marquée par un moment dans un film ou dans une série, c'est grâce à la musique. Souvent d'ailleurs, j'ai des soirées où je commence à revoir mes moments favoris où des personnages chantent ou dansent à l'écran pour s'exprimer, et ici en plus on a droit au montage, qui ne montre pas juste qui était Noto, mais aussi comment il aurait pu chanter cette chanson avec ses amis s'il avait encore été en vie. Donc déjà, j'avais les larmes aux yeux en pensant à la tristesse de cette vie interrompue, et du trou que Noto laissait derrière lui. Et puis il y a Miura Haruma. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu Miura Haruma pour la première fois en 2008, sinon c'était en 2007, mais je pense bien que c'était en 2008, et j'étais rapidement tombée sous le charme, juste parce que je le trouvais très joli, qui m'inspirait de la sympathie et que j'aimais bien son personnage dans Gokusen 3. À partir de là, j'ai suivi ce qu'il faisait, Bloody Monday, Chainsaw, Kimi ni Todoke, La Cinderella, Boku no Jikan, Bibo Danchi, Samurai High School, enfin tous ces trucs-là. J'ai pas tout vu de sa filmographie, mais je l'ai regardé évoluer en tant qu'acteur depuis des débuts que je qualifierais d'un peu médiocres jusqu'à de bien meilleures performances, et puis de toute façon, même quand il était médiocre, je l'aimais quand même. Je me suis tapé Koizora pour lui. J'ai fait une fanvid de Koizora, un film que je déteste pour lui. J'étais pas une stan, mais c'était quelqu'un que j'aimais avoir à l'écran, et juste il avait énormément de charme, j'aimais cet acteur. Et ça a été un plaisir de le regarder évoluer et grandir dans sa carrière. Malheureusement, on ne saura jamais jusqu'où il serait allé parce qu'il est décédé en 2020, il y a 2 ans. Bien sûr, on ne connaissait pas Miura Haruma personnellement, mais pour ses fans et pour moi, ça a été un sacré choc et un vrai coup au cœur aussi parce que il était encore très jeune et que les circonstances de sa mort étaient tragiques. Et après ça, j'ai pas regardé Miura Haruma dans quoi que ce soit au début parce que ça me rendait trop triste, et puis après ça, simplement parce que je regardais d'autres trucs et qu'on n'a pas encore inventé les journées de 48 heures. Lorsque j'ai pioché ce film et décidé de le regarder, je me souvenais qu'il était dedans, mais j'avais oublié quel rôle il jouait, j'avais oublié qu'il jouait essentiellement un souvenir et un ami décédé. Donc, comme vous vous en doutez, ça m'a fait un pincement au cœur. C'est un film en partie dédié au deuil du personnage joué par Miura Haruma, et forcément ça m'a pas laissée indifférente. Mais surtout, il y a la chanson. Watanabe lance le morceau et au début, Yosuke ne peut pas s'empêcher de rire parce que la chanson est rentre dedans et over the top, un peu comme le film finalement. Mais soudain, il reconnaît le ton et les mots de son ami Noto, donc il se rapproche du magnétophone et on transitionne aux scènes imaginées de Noto chantant la chanson. D'un coup, Yosuke ne rigole plus et écoute très sérieusement la chanson, comme si Noto lui parlait directement pour l'encourager à vivre sa vie avec plus de courage. Et le film est comme la chanson, pour moi. La chanson n'est pas fine, ses paroles sont simples et directes, et elle fait rire Yosuke au début, tout comme le film explicite bien sa métaphore, un concept qui peut prêter à sourire et de l'action pas ouf, et il y a une maladresse dans la chanson comme dans le film. Mais les paroles de Noto sont sincères, et ce film, il n'est pas parfait, mais moi j'y ressens de la sincérité, et ça m'a touchée. Et puis surtout, il y a quelque chose de très émouvant pour moi à cet instant où Yosuke cesse de rire et se rapproche pour écouter le dernier message que son ami lui a laissé. Il y a un fragment de Noto dans cette chanson, c'est ce qui la rend précieuse, et il y a un fragment de Miura Haruma dans ce film, et ça m'a rendue heureuse. Bien sûr, c'est vrai de tous les films et de tous les dramas où a joué Miura Haruma, il y a des morceaux de lui un petit peu partout, mais parce que le sujet du film est ce qu'il est, et parce que il contient ce moment, ça a été particulièrement cathartique, et ça a rendu ce film beau pour moi. Come around, lay down your telephone. Oh, we don't know, we think we're broken or alone. It's not true,
En conclusion, ce film a été une expérience très émotionnelle pour moi. Il a ses défauts, hein, bien sûr, l'action m'a pas beaucoup impressionné, le personnage féminin central n'est pas assez développé à mes yeux, j'ai aussi une frustration vis-à-vis de la conclusion, et juste même s'il a quelques plans que je trouve franchement cool, le film ne semble pas faire grand-chose de remarquable et on peut pas non plus l'accuser d'excès de subtilité. Donc je comprends qu'on n'y accroche pas, voire qu'on soit déçu si on s'attendait à autre chose à cause du titre. Mais j'ai aimé la petite romance, il y a des moments qui m'ont fait sourire, et puis, à mes yeux, en l'occurrence, le fait que le film ne déguise pas sa métaphore et soit direct, je sais pas, j'ai juste le sentiment que, comme son antagoniste à la tronçonneuse, finalement, ça fait qu'il a juste son cœur en pleine vue de tout le monde, et parce que je lui trouve de la sincérité, ça le rend émouvant à mes yeux. Chainsaw contient aussi un moment d'héroïsme qui m'a particulièrement touchée, parce que j'aimais le visuel et l'idée de l'instant déjà, mais aussi parce que il met en scène un personnage au premier abord pas très adéquat, mais qui s'élève au-dessus de ses limitations, purement porté par ses sentiments, et qu'à mes yeux, ça faisait parallèle avec un film qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui à ce moment-là s'élevait au-dessus de lui-même. Et puis, et ça évidemment, c'était pas prévu par le film, mais la façon dont ces deux amis font leur deuil du personnage de Miura Haruma contient une scène en particulier qui était tout ce que j'avais envie de voir dans le premier film que je regardais avec cet acteur après son décès. C'est une scène qui m'a rendue vraiment heureuse. Je suis consciente que tout ceci est très personnel, bien entendu tout ce que je raconte sur cette chaîne est toujours personnel, mais en l'occurrence, je réalise que ça l'est particulièrement et qu'il y a de grandes chances pour que vous ne réagissiez pas au film comme moi. Néanmoins, j'espère avoir au moins réussi à expliquer pourquoi j'ai autant aimé, et je suis vraiment contente de l'avoir revu et de l'avoir revu au moment où je l'ai revu. Sur ce, c'est la fin de la portion de la vidéo qui concerne ce film. Et maintenant, j'aimerais parler de la façon dont je l'ai choisi, ou plus exactement la façon dont je l'ai tiré. Ok, je retourne cette partie de la vidéo parce que je l'ai enregistrée en oubliant d'allumer le micro, donc je suis obligée de la refaire. Donc, pour vous expliquer, ce qui se passe, c'est que j'achète pas mal de DVD, mais je tends à pas beaucoup les regarder, pour une raison à la con, qui est que, en fait, je crois que mon cerveau, c'est psychologique. Quand j'achète un DVD et que je le mets dans mon étagère, j'ai ce sentiment que c'est bon, j'ai le DVD, je peux le regarder quand je veux, et donc au final, je le regarde pas. Et quand par hasard je vais effectivement voir ma DVD Tech pour voir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai envie de sélectionner un film, je mets toujours des plombes à choisir parce que je veux le truc parfait pour mon humeur, et il n'y a rien qui est parfait pour l'humeur dans laquelle je suis, et je me dis que si j'étais sur Just Watch, j'aurais beaucoup plus de choix, et donc ma DVD Tech est malheureusement un peu trop délaissée. Et je me suis dit que quand même c'était con et qu'il fallait que je trouve un moyen de regarder un peu plus ce qu'il y avait dedans, et donc j'ai trouvé l'idée de choisir pas tous mes DVD, hein, parce que ça fait beaucoup, mais de sélectionner certains de mes DVD et de les emballer. Donc voilà, j'en ai choisi quelques-uns, il y en a 41 et je les ai emballés. Alors faites pas gaffe au papier d'emballage, ça a pas de signification en fait, c'est juste que je voulais pas gâcher du papier, donc j'ai réutilisé du papier cadeau déjà utilisé, et puis après ça j'ai commencé à piocher dans le papier journal. L'important c'est que je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, et pour tout vous dire, non seulement je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je me souviens pas de ce que j'avais sélectionné, à part je sais que dedans, au moins on est certain qu'il y a Kung Fu Dunk, parce que c'est celui que j'avais tiré la première fois que j'ai enregistré cette vidéo, et je suis un peu dégoûtée parce que j'étais très enthousiaste à l'idée de le revoir, mais donc je l'ai réemballé et replacé là-dedans, il est dans un de ceux qui est en papier journal, mais je sais pas lequel. À part ça, je me souviens plus très bien de ce qu'il y a dedans, tout ce que je peux vous dire c'est que ce sont des films asiatiques que j'ai envie de voir ou de revoir, parce que il y en a déjà plusieurs que j'ai déjà vus en fait il y a 10 ou 15 ans. À l'époque, en fait, je bloguais sur un peu tout ce qui me passait sous la main, et c'était beaucoup de streaming et de location aussi à Vidéo Future, parce qu'à l'époque, Vidéo Future existait encore. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis fait une liste de tous les films sur lesquels j'avais blogué, et j'ai commencé à les acheter les uns après les autres. Alors, pas tous, parce que déjà, il y en a certains que j'ai pas réussi à trouver, mais j'ai toujours ma liste et je continue de cocher des cases. Et donc, il y en a plusieurs qui sont là-dedans. L'idée m'est venue d'ailleurs quand je faisais ma vidéo sur Angel's Last Mission et je vous parlais de Lee Dong-woon, et je me suis rappelé que j'avais le DVD de My Boyfriend is Type B que j'ai pas vu depuis 14 ans et dans lequel il y a Lee Dong-woon, hein, donc c'est ça le rapport. Et donc, il est quelque part là-dedans, et je sais aussi qu'il y a Synesthesia, il doit y avoir Shiso, il y a Ikiyami, enfin bon, il y a plein de trucs quoi. Et il y a aussi des trucs que j'ai pas vus mais qui traînent dans mon étagère depuis longtemps. Et l'idée c'est que, alors je vais pas choisir à vue, je vais en fait tirer au dé. Donc ce qu'on va dire c'est que celui-là c'est le numéro 1 et celui-là c'est le numéro 41. Donc ça va de 1, 2, 3, 4, etc. Et puis là on revient et on descend à nouveau jusqu'à 41. Je vais tirer au dé, donc il y en a 3. Il y en a un qui est à 20 faces, un à 12 faces,
et l'autre a 10 faces, donc ça fait 42. Bon, si je tire 42, ce qui paraît pas très probable, mais si jamais je tire 42, bah simplement je retirerai, vu qu'il n'y a que 41 DVD. Mais donc, je vais choisir avec ça, et je vais utiliser ma caméra de téléphone pour que vous puissiez voir les dés pendant que je tire. Et cette fois, j'oublie pas, parce que la première fois aussi, je vous dis pas, ça a été un peu galère. La première fois quand j'ai tiré et que j'ai eu Kung Fu Dunk, donc j'avais oublié d'enregistrer j'avais oublié de presser enregistrer sur mon téléphone. Je suis un peu un désastre. Donc, tirons gaiement. Hop, on va essayer de cadrer à peu près. Ok, donc ça fait 3, 5 et 9. Je suis en train de me dire qu'il y a un défaut dans mon organisation, à savoir que je risque pas de tirer le 1, même de tirer le 3, donc ça veut dire que les 3 premiers ils sont un peu dans la merde. La prochaine fois je ferai ça mieux. Mais pour le moment on va dire que c'est ça, donc ça fait 17. 17, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le vert, ah ça va pas être chez moi, attends je vais enlever. Hop. Sinon ça va être un peu galère. Je voudrais pas tout faire tomber. DVD 17, c'est parti. On sent que vous sentez que c'est pas au point mon truc, et j'avais pas pensé au fait que effectivement du coup je peux pas tomber sur le numéro 3. Il faudra que je trouve un moyen de faire mieux, genre utiliser 3 colonnes et un dé pour tirer la colonne et ensuite un dé pour tirer. Ah ouais, c'est pas con ça. Peut-être je ferai ça la prochaine fois. Pour le moment, ouvrons ça. Ah, je vais essayer de pas le niquer parce que j'aimerais pas. Je veux le réutiliser en fait. Donc, encore que j'ai une réserve de papier journal et c'est particulièrement adapté. Il n'y a pas besoin de couper, etc. C'est particulièrement bien pour emballer précisément les DVD. Néanmoins, je vais essayer de pas tout niquer. Hop, hop, hop. Et c'est... Ah. Nightmare Detective. Je l'ai vu déjà. J'ai pas vu le 2 par contre, donc je pense qu'après celui-là, je regarderai le 2. Donc, Nightmare Detective, c'est un film avec Matsuda Ryuhei. Et alors, je l'ai vu. Je me souviens que j'avais pas été convaincu, mais bon, il y a Matsuda Ryuhei, donc ça peut pas être complètement mauvais, puis honnêtement je m'en souviens pas très bien, donc ça se trouve j'apprécierais plus maintenant. En tout cas, Sancho Does Asia me dit que c'est une pure merveille, et donc voilà, ce sera le prochain film. Alors, ce sera pas le prochain film dont je vais parler, parce que celui-là il a déjà été décidé, et donc ce sera celui d'après. Alors par contre, il y a 2 règles, parce que c'est toujours les mêmes règles sur cette chaîne en fait. Déjà, il n'y a pas de deadline, parce que j'aime pas me stresser. Et ensuite, je ne fais de vidéos que quand j'ai envie de faire des vidéos, j'ai pas envie de me forcer. Donc, je trouverai un moyen de vous parler de ce film, mais alors si ça m'inspire pas, j'en parlerai dans un journal de visionnage, et si ça m'inspire, j'en ferai une vidéo complète, et lorsque je vous en parlerai, en fait, je tirerai un nouveau DVD. Et voilà, donc c'est celui sur lequel ça va tomber. Sur ce les gens, c'est la fin de cette vidéo, du coup je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lorsque le lapin dans la lune aura décidé que c'est le bon moment.